Hello, on va peut-être mettre comme ça. Bonjour, alors je fais cette vidéo pour tenter d'expliquer pourquoi j'ai démissionné de l'éducation nationale. Alors je ne fais pas uniquement cette vidéo pour raconter ma vie, mais pour pouvoir aider, éclairer les personnes qui sont un peu dans le même cas que moi, que ce soit les enseignants dans la fonction publique, peu importe, ou bien le salariat également. C'est-à-dire des personnes qui ont fait un choix à un certain moment de leur vie d'un métier pour X raisons. Moi, dans mon cas, c'était parce que je voulais vraiment faire ça. J'ai fait mes études en fonction. Voilà, ça fait depuis toute petite que je voulais être enseignante. Et d'autres personnes pour des raisons uniquement financières et non pas d'épanouissement personnel. Et comme on est tous amenés à, heureusement, à évoluer, du coup, c'est normal d'avoir envie de changer de métier, puisque les choix que l'on a fait auparavant ne sont plus les nôtres à l'heure actuelle, car bah voilà, on a évolué, on a d'autres envies, on est différents. Donc aussi je fais ça pour vous prouver que c'est possible, hein, même si on est dans un métier catégorisé comme étant, comment dire, un métier sûr, en fait, le genre de métier qu'on a à vie, le genre de métier qui sécurise la famille. Donc voilà, pour ma part, moi, ça fait très longtemps que j'y pensais. Tous mes proches étaient au courant, j'en parlais régulièrement d'ailleurs que je voulais arrêter. J'étais déjà à temps partiel depuis plusieurs années parce que je suis artiste peintre et je vais développer d'autres choses à côté dans le domaine de l'énergétique. Enfin voilà, j'ai plein de choses à créer, autre que dans l'éducation nationale du coup. Voilà, j'avais envie d'échanger avec vous sur ce sujet parce que beaucoup me questionnent et me demandent pourquoi j'ai fait ça, comment j'ai fait pour passer le cap, si je regrette ou pas. Donc c'est vrai que je suis toujours rentrée dans la catégorie des bons élèves. J'ai toujours adoré aller à l'école quand j'étais petite, pardon, pas toujours. Quand j'étais petite, j'étais fille unique, je m'ennuyais chez moi et j'adorais apprendre en fait. Mais tout le temps. J'étais une curieuse de tout, donc forcément à l'école, je m'éclatais quoi, j'avais des amis, on apprenait dans plusieurs domaines, hein, voilà. Mais ça c'était à l'école primaire. Arrivé au collège déjà, il y a beaucoup de répétitions, d'approfondissements et de choses où j'avais l'impression qu'il y avait moins de sens en fait dans ce qui était proposé. Mais je continuais à bien travailler, ça jusqu'au bac, mon lycée pareil. Donc ouais, moi j'étais une grosse bosseuse, une bonne élève, hein, puisque j'avais quand même une bonne mémoire, même si il y avait une certaine perte de sens quand même. Je me rappelle des fois, même en maths, je me disais, mais à part être mathématicien ou ingénieur, je ne sais quoi, des fois c'était tellement approfondi et tellement précis ce qu'on apprenait, je me disais, mais dans le quotidien, en quoi ça va me servir? Et ça, je sais que je me faisais la réflexion déjà au collège. Bon bref, je parle des maths parce que je suis plus littéraire, mais au final... Donc ouais, après j'ai fait des études de lettres, un master, et après j'ai passé le concours pour être enseignante, plus précisément professeur des écoles. Et avec le recul, je me rappelle que, je sais pas, vers 3 ans déjà, je disais que je voulais être maîtresse. Et c'est vrai qu'à ces âges-là, quand on est petit, même un peu plus après, on n'a pas trop, comment dire, la vision d'ensemble de toutes les catégories de métiers dans lesquels on peut enseigner, transmettre. Du coup, bah ouais, on connaît quoi? On connaît l'école, on connaît notre petite expérience avec les profs voilà, d'éducation nationale en fait. Et c'est vrai que de par mon expérience en classe, moi j'étais en campagne, en plus ça se passait bien, voilà, un peu bisounoursland. Et c'est vrai que oui, depuis, je crois, à 3 ans, j'avais dit que je voulais être maîtresse. Donc ça remonte à toujours, quoi. Donc oui, je disais que je suis allée à la fac, après j'ai passé mon concours. Et là, quand on commençait les premiers stages du vrai boulot de professeur des écoles, quoi. Alors déjà, je crois que mon premier stage, c'était en ZEP et c'était avec des CP qui se tapaient dessus. À peine arrivé dans la classe, c'était baston général. Donc là, tu te remémores un petit peu ce que tu as vécu toi, et, la vision que tu avais du métier, et bon, déjà, tu te dis, ah mais non, en fait, bon, la vie a évolué, voilà, la société a évolué, bon, ouais, c'est autre chose, quoi, c'est autre chose que ce que j'ai connu. Mais malgré tout, j'ai continué, j'ai fait plusieurs stages oui, dans des écoles totalement différentes, avec des classes différentes. Et je pense qu'à ce moment-là,
ouais, je me posais pas la question, c'était ça et j'étais faite pour ça et voilà quoi. Je fonçais tête baissée. Je vais pas rentrer dans les détails de toutes les problèmes, de tous les problèmes liés aux diverses mutations. Ça, les fonctionnaires connaissent. Ben, voilà, il y a des postes disponibles à tel endroit, on est affecté à tel endroit, malgré les vœux qu'on fait. Il y a une question de points derrière, selon si on a des enfants, si on est marié, si on est handicapé. Enfin voilà, il y a plein de... C'est un monde à part, on va dire. Et, euh, et c'est vrai que je me suis retrouvée dans des lieux où je voulais pas du tout aller. Du coup, j'étais à 3h30 de route d'ici. Alors bien sûr, il y a pire, hein. Il y en a qui vont, que ce soit à Paris ou voilà, un changement de région. Et donc du coup, un éloignement beaucoup plus prononcé. J'ai choisi professeur des écoles, c'était par académie, du coup par région. Moi, j'ai fait 14 ans dans l'éducation nationale en tout. Et avec le recul, je me dis que tout n'était pas négatif. J'étais quand même alignée avec ce que je faisais dans le sens où j'ai toujours gardé mon âme d'enfant, donc du coup quand je me retrouve avec des enfants, ils s'ennuient pas avec moi non plus, enfin voilà, il y a quand même un contact qui est agréable, non pas par la quantité d'enfants, hein, mais on va dire, voilà, le fait de transmettre, ça me correspondait également, le fait que j'ai beaucoup d'idées, donc du coup je me dis quand je voyais les enfants s'ennuyer, ben je partais sur autre chose, ou je pouvais dessiner au tableau ce que j'expliquais, alors je captais un peu plus leur attention. J'essayais de faire au maximum des activités ludiques pour pas que ce soit barbant, pour pas qu'ils s'ennuient. Je suis quand même quelqu'un d'humain, je pense, donc euh, bon, c'est sûr, hein, ils n'avaient pas peur de moi, niveau autorité, tout ça, mais j'étais un peu leur maman de la journée, leur grande sœur. D'ailleurs, ils me collaient pas mal à la récré, même quand j'arrivais dans la classe, ils me sautaient dessus. Enfin, moi, j'ai jamais fait ça à mes profs, quoi. Ça, je savais qu'ils étaient pas malheureux avec moi. Je pense qu'au niveau des apprentissages, ça se passait bien aussi. Je voyais qu'ils progressaient. J'ai toujours eu ouais, de bons échanges avec les parents. Euh, donc voilà, de ce côté-là, il n'y avait pas de problème, on va dire. Le contact avec les enfants, le fait de les faire progresser, le côté être à l'écoute, les respecter, apaiser les tensions dès qu'il y en avait, des choses comme ça, ouais. Ça, je pense que je gérais bien. Donc voilà, après ce qu'il faut savoir, bon, je sais pas, je parle pas pour les enseignants du secondaire, mais du coup des écoles maternelles et élémentaires, primaires quoi. On est un peu tout, on développe plein de compétences. On est psychologue, on est un peu la maman quand ils sont plus petits. Euh, on est un peu le flic aussi. On prend, ben voilà, on a une capacité une facilité à parler devant un public, que ce soit pour les réunions de parents, un public d'adultes et un public d'enfants. On est, je pense, de bons médiateurs. On doit faire preuve aussi d'adaptabilité parce que ben, dans une vie de classe, y a plein de choses qui ne se passent pas comme on l'avait prévu à l'avance en préparant les cours. Puisque les enfants, voilà, hein, c'est vivant. Des fois, il y a des absents, donc il faut s'adapter. Des fois, ils ont du mal à suivre ou à comprendre ou à accrocher. Ou au contraire, ils ont envie de faire autre chose et que justement, nous, on n'avait pas prévu ça, mais on sent que voilà, il y a une envie générale de parler de tel ou tel sujet par rapport à la vidéoclasse, par rapport à que ce soit un événement qui s'est passé dans leur vie personnelle, qu'ils ont besoin de raconter aux copains, ou un objet trouvé. Enfin voilà, il faut quand même, je pense, ne pas être trop rigide et s'adapter au maximum bah, aux enfants en fait. À leurs envies, à leur fatigue aussi. Il y a des jours, bah, en plus avec les 4 jours et demi, voilà, dans certaines écoles, c'est pas évident pour eux de récupérer. En plus, il y en a qui sont à la garderie le matin, le soir, donc il y a une grande fatigue aussi, nous aussi, souvent en fin de période avant les vacances. Direct venir les gens et les commentaires du genre ouais, vous avez les vacances, nanana, mais il faut savoir qu'on est payé 12 mois. On est payé, pardon, 10 mois étalés sur 12 mois. C'est pour ça que la paye, elle n'est pas exceptionnelle par rapport au cursus et aux études demandées. Mais bien sûr, il y a pire, hein. Je suis pas là pour dire que c'est le pire des métiers, loin de là. Il y a une grande fatigabilité, parce que quand on a 30 enfants dans la classe, je sais pas ceux qui en ont un ou deux chez eux, voilà, vous avez une idée. Parce que c'est bien beau d'imaginer de l'extérieur, mais quand on est face à un jeune public, faut une sacrée énergie, et même moi qui en ai beaucoup, ben, je rentrais le soir, j'étais complètement vidée. S'il vous plaît, essayez de pas trop juger si vous n'avez aucune idée de ce métier, voilà, de ne pas juger les enseignants qui se disent être fatigués ou en burn-out, parce que je vous assure que ça fait partie, comme beaucoup de métiers, des choses que l'on fait
je parle pas pour tout le monde, mais la majorité des enseignants font ça avec une grande conscience professionnelle. Par rapport à ce qui a déclenché la prise de décision, je pense que les premières années, je me posais pas vraiment la question. Et encore, j'étais dans un autre département, j'avais mon copain à l'époque ici, c'était une galère pas possible, 3h30 de route j'avais. Donc je me levais à 4h le matin, j'arrivais à l'école, les gamins surexcités, moi j'étais déjà HS de la route. Donc ouais, il y a eu ça, et cette période-là, la difficulté d'avoir la mutation, ça ouais, ça c'est... Je rentre vraiment pas dans le détail, mais je crois que c'était la période la plus dure de ma vie. Quand tu te dis, ah ouais, j'ai fait toutes ces études, je me suis donné corps et âme pour avoir ce concours. En gros, ouais, tu te dis, tu visualises que quand t'as ce concours, c'est bon, ta vie, elle est posée. En fait, pas du tout. Pas du tout. Parce que ben, y a aussi le délai d'attente, les années d'attente jusqu'à obtenir ta mutation. Euh, Vu que tu débutes, t'as pas beaucoup de points, donc t'as pas forcément les écoles les plus faciles non plus. Et j'ai eu aussi un accident sur la route, vu que j'étais super fatiguée, j'ai fait des tonneaux, enfin bref. Ouais, du coup j'ai apprécié le jour où j'ai été mutée ici, c'est clair. Il y a également le fait, voilà, quand j'ai bossé en ZEP, j'adorais les gamins, ils étaient hyper attachants, même les familles, mais c'est vrai que c'était physiquement, psychiquement, c'était très compliqué. C'était que des enfants avec des problèmes lourds chez eux, mis dans la même classe, donc en fait c'était ingérable par moment. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de violence, il y avait une agressivité qui était déclenchée pour un oui, pour un non, un copain les touchait, enfin voilà, fallait faire attention qu'ils ne se jettent pas les ciseaux, voilà, c'était souvent des crises par rapport à tout ce qui était autorité, respect des autres, parce qu'eux-mêmes ils avaient leurs propres problèmes à gérer à l'intérieur d'eux, donc voilà, c'était pas forcément volontaire, je dirais, ça reste des enfants qui avaient des problèmes psycho-affectifs, qui avaient des problèmes vraiment de toutes sortes, quoi. J'ai eu des réfugiés politiques, des gens du voyage, euh, ouais, beaucoup de non-francophones au niveau des familles, c'est pas évident de communiquer avec, de raconter un petit peu ce qui se passe en classe, donc on m'y met, mais... Et ouais, c'était usant parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens au niveau de l'éducation nationale, quoi qu'on s'imagine de l'extérieur, mais voilà, il y a plein d'écoles où il n'y a pas internet, il y a des écoles où il n'y a pas de préau, euh, il y a, puis voilà, il y a des effectifs au sein des classes qui sont énormes. Moi j'ai été jusqu'à 33, c'est chaud quoi. Et même une année 32, il y avait quasiment que des garçons, j'ai rien contre vous les mecs, mais c'était sport, ouais. Il y en avait qui s'échappaient de la classe, il y avait... c'était chaud. Après ben j'ai fait... c'était en 2013, je crois, 2014, j'ai fait un burn-out. Et d'ailleurs, dans cette école-là, j'ai une amie et ancienne collègue qui en a fait un aussi, je crois, 2 mois après. Donc bon, voilà. Alors j'ai pas mal culpabilisé le fait d'être en arrêt chez moi. Je comprenais pas trop ce qui m'arrivait, moi qui ai toujours été forte, qui me suis toujours investie dans tout ce que je faisais. Mais en fait, c'est comme si ben, voilà, mon corps il pouvait plus. J'arrivais à l'école, je pleurais. Je dormais plus, enfin, j'avais la boule au ventre, je rentrais, j'avais plus du tout d'énergie, je perdais la voix tout le temps, mais ça c'est pas que là, ça a toujours été en fait, j'étais aphone, euh, j'avais j'avais des otites régulièrement, des sinusites en pagaille, en fait c'est le fait de crier, d'avoir le bruit dans les oreilles, aussi on n'a pas une seconde, mais je sais pas moi, une seconde pour aller faire pipi, pour boire de l'eau, quand on est avec des petits en bas âge du moins, il faut tout le temps avoir l'œil partout, enfin... Voilà, un accident est vite arrivé quand même, hein, ça reste des petits. Après, il y a des enfants bah ouais, qui s'échappent, il y a des enfants qui ont des gestes violents. Voilà, des fois, il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs dans la classe. Donc, faut être en forme, quoi. Et aussi, le problème de l'enseignant, enfin le problème, je pense ce qui est un dénominateur commun à pas mal d'enseignants, je dis pas tous, hein, mais à pas mal, c'est le fait d'être un ancien bon élève. Donc on a une forte conscience professionnelle, on veut toujours faire bien, côté perfectionniste peut-être des fois, mais c'est pas qu'on fait pas bien, mais des fois le mieux que l'on pense dans notre esprit, bah, sur le concret il diffère totalement. C'est-à-dire que dans certaines classes, certaines écoles, le mieux c'est à la fin de la journée qu'il n'y ait pas d'accident. Voilà. Alors que nous à la base on est là aussi pour enseigner, ben on fait beaucoup plus, ça va au-delà des programmes et de ce qu'on nous demande en fait. C'est vraiment énergivore, impressionnant comme c'est énergivore, quoi.
Voilà, donc moi, je ne parle pas pour les autres, mais j'ai jamais voulu d'enfants. Je pense que je les aimais beaucoup, beaucoup. Je les aime beaucoup les enfants et je les aimais beaucoup la journée, mais quand je rentrais le soir, oh, le bonheur d'avoir un chien, un chat quoi. Le calme en fait. Je supportais plus le bruit. Et même quand j'allais quelque part, ça je sais que j'ai parlé à des profs, il y en a d'autres qui sont comme moi, quand on va à la plage ou dans un centre commercial et qu'il y a un enfant qui se met à hurler, alors bien sûr c'est un enfant, c'est pas sa faute, mais nous ça nous rappelle le travail en fait, les cris et... Oh, ah moi je peux pas. Même quand je vais à la plage, je suis capable de bouger super loin pour m'éloigner des bruits, je peux plus quoi. Alors maintenant c'est différent, mais à l'époque où tous les jours dans un bruit énorme, en récré, en classe, ouais, quand on rentre en fait on veut juste du calme quoi. Et par ailleurs j'ai une grande admiration pour les instits qui ont des enfants en bas âge en rentrant chez eux. Franchement, bravo. Voilà, suite à ce burn-out, je me suis mise à mi-temps. Et grâce aussi, parce que dans la vie, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous paraît négatif, il y a toujours le penchant positif, le cadeau derrière. Et grâce à ça, en fait, je me suis remise à dessiner, à peindre, chose que je n'avais pas fait depuis un bon moment. Et quand j'étais petite, je le faisais tout le temps, j'étais tout le temps en train, comme j'étais fille unique, voilà, un peu dans mon monde, dans ma bulle, et toujours en train de créer, de bricoler, de dessiner, beaucoup de dessiner, ouais. Et donc, ouais, c'est grâce à ce burn-out que j'ai recommencé à peindre. Bon, il y a eu une séparation aussi entre-temps. Mais ouais, j'avais ce besoin de me retrouver, de faire des choses qui me ressourçaient, qui me faisaient plaisir. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça aussi que ouais, j'ai commencé à en faire de plus en plus. Et on m'a proposé des expos. Enfin voilà, c'est parti de là en fait. Donc tous ceux qui sont en burn-out, d'ores et déjà, je veux vous dire que certes c'est difficile, mais c'est nécessaire parce que c'est comme si votre âme vous appelait pour vous secouer un peu et vous dire mais qu'est-ce que tu fais là? Mais t'es pas à ta place, t'es pas à ta place. Donc même si votre tête, elle essaie de retourner dans l'emploi, de trouver d'autres solutions, d'autres alternatives, de vous mettre à temps partiel, mais au fond de votre cœur, vous savez que voilà, vous n'êtes pas épanoui là-dedans et que votre âme, tout simplement, vous appelle à faire autre chose et à vous dévoiler au monde tel que vous êtes, à faire vraiment ce que vous aimez. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous faites dans votre travail ne vous convient pas, mais ça peut vouloir dire les conditions de travail, les horaires, la difficulté sur le terrain. Voilà, on peut faire que ce soit, je sais pas moi, dans l'enseignement, dans l'aide à la personne, dans le soin, tout ce qui est médical, paramédical, enfin, y a, pour les gens, je dis ça pour les gens qui sont en train de craquer, on peut continuer à faire ce qu'on veut, mais si on est en plein burn-out, c'est qu'en fait, on peut le faire différemment. Ça peut être à son compte, ça peut être avec une autre structure, d'autres collègues, notre lieu, je sais pas. Faut voir ce qui vous parle le plus et ce qui vous détruit le plus, j'ai envie de dire, ce qui vous prend le plus d'énergie dans ce que vous faites actuellement. Franchement, j'ai été hyper soft quand j'ai raconté mon burn-out et avant d'avoir ma mutation dans mon département actuel, j'ai pas raconté tous les détails, mais ouais, franchement, c'était dur. C'était dur parce que je me rappelle même le premier jour quand j'ai eu mon concours, j'ai été mutée, bon, je vais le dire, dans un département. Moi, je suis des Pyrénées-Atlantiques, le département c'était le Lot-et-Garonne, et, et déjà, il n'y avait plus la mer, il n'y avait plus la montagne, enfin voilà, je me sentais un peu perdue. Bon, c'est pas contre les gens qui vivent là-bas, mais c'est vrai que moi, je me retrouvais pas vraiment dans ce lieu. Et les syndicats, forcément, j'avais pas mes repères, mon copain, mes amis, le lieu de vie, enfin voilà. Comme je dis, mer, montagne, c'est quand même bien, voilà, enfin, je me sentais pas chez moi, quoi. Et, et les syndicats, le premier jour, nous avaient dit qui est des Pyrénées-Atlantiques. Alors, il y avait les Basques et les Bernais qui levaient le doigt. Et clairement, ils nous ont dit qu'on rentrerait jamais, que pour qu'on rentre, il fallait qu'il y ait des gens de là-bas qui veuillent venir ici et des gens d'ici qui veuillent aller là-bas, qu'il y ait un échange. Après, les permutations, c'est un peu plus complexe que ça, mais en gros, c'était un département un peu demandé, donc on pouvait pas sortir. Donc là, on est tous sortis en pleurant. Après, j'ai rencontré des collègues de mon lieu de vie qui étaient coincés là-bas depuis 10-15 ans avec des enfants et tout. Je me suis dit, waouh, mais combien d'années je vais y rester coincée, quoi. C'est pas... Enfin, j'ai pas signé pour ça, j'ai pas bossé pour ça, quoi. Parce que mine de rien, le lieu de vie, c'est important quand même. Donc ouais, ça a fait partie aussi d'une certaine forme de désillusion quand j'ai eu mon concours, en fait. Donc après, voilà, comme j'ai dit avant, il y avait le concret du métier en lui-même. Bon, je parle pas des parents
des conflits avec certains parents, tout ça, des insultes, enfin, j'en ai eu vu, moi personnellement, j'en ai pas vraiment vécu. Si une fois, une personne qui me faisait comme ça, bon, elle était un peu spéciale, elle avait des soucis avec d'autres collègues, donc voilà. Mais non, franchement, j'ai pas eu ces soucis-là. Il y a autre chose aussi que j'avais beaucoup de mal, c'est tout ce qui est la réunionnite, j'appelle ça, le fait de faire des réunions sur réunions, parce qu'on doit un quota d'heures en tant qu'enseignant. Et du coup, il faut justifier. Et voilà, selon le directeur qu'on a dans l'école où on est affecté, on les fait ou on les fait pas toutes, mais quand on les fait toutes, c'est hyper contraignant quoi. Genre le soir, t'es crevé, t'as envie de rentrer, te poser ou de préparer tes cours pour le lendemain. Bah non, faire une réunion et la majorité, désolé les fonctionnaires, mais la majorité c'était pas productif. Et c'était sur des sujets qui, moi, personnellement, là je parle vraiment de moi, qui ne me faisaient pas vibrer, quoi, qui m'intéressaient pas du tout. Voilà quoi. Non, c'était pas. Et puis il y avait des comptes à rendre aux supérieurs, donc il fallait remplir des documents. Je me suis vue faire des réunions pour remplir des documents pour qu'on nous dise. Donc je parle en termes d'heures, je sais pas, peut-être 10 heures de réunion en tout, pour pondre des documents, pour qu'on nous dise au final, au niveau de l'inspection académique, que c'était pas utile, ou enfin, des trucs. Voilà, des fois il y a, il y a ce côté-là, moi j'avais beaucoup de mal, quoi. J'étais du genre à dessiner pendant les réunions ou à faire limite des crises d'urticaire, je n'en pouvais plus, j'avais l'impression de perdre mon temps, quoi. Je me suis très souvent sentie en décalage avec ce système, avec l'état d'esprit de la plupart des enseignants. Enfin, je veux pas dire qu'ils sont, voilà, la majorité sont très sympas et tout, mais je veux dire, les enseignants qui sont à leur place au niveau de l'éducation nationale, moi j'étais en décalage avec eux, quoi. Parce que j'étais pas forcément d'accord avec ce qui était proposé dans les programmes, ce qui était comment dire, ce qui était conseillé dans les pédagogies. En fait, quand on est en formation d'enseignant, on nous propose des façons d'enseigner. Et ouais, moi ça me parlait pas trop en fait. Mais ça va plus loin, c'est-à-dire que c'est le fond et la forme. Pourquoi on enseigne ces matières-là? Il y en a plein d'autres qui pour moi sont beaucoup plus importantes. Et en fait, le système est vraiment fait pour que l'enfant soit soumis aux ordres de l'enseignant, même s'il y en a beaucoup, je sais, qui font l'effort de faire du cas par cas, voilà, mais comment on peut faire dans une classe avec 30 gamins, dans un tout petit espace, avec des horaires de récré, de rentrée, de sortie, pour être vraiment libre, avec des programmes, d'être vraiment libre de faire les choses comme on le sent, quand on voit les choses différemment que ce système. Je parle, c'est très compliqué. Plus les attentes des parents derrière, plus les comptes à rendre, même si on a une certaine liberté, on n'a pas un patron dessus, je veux dire, voilà. Mais c'est quand même assez cadré. Il y a une certaine liberté, mais c'est assez cadré aussi. Et donc pour moi, j'étais en décalage total avec ce système. Je sais même pas si j'arriverai à tout expliquer tellement il y a d'incohérences pour moi et ça me correspond pas. Et pourtant j'étais une ancienne bonne élève, mais c'est pas du tout à l'heure actuelle la façon dont je vois l'enseignement, la façon dont je vois l'éducation des enfants, la transmission. Ouais, parce qu'il faut remettre les choses à leur place. Et qui c'est qui crée les programmes? Qui c'est qui a au-dessus de tout ça? Ben, c'est l'État. Donc l'État, le but de l'État, c'est de formater, et l'école du coup. Attention, je dis pas que c'est le but des enseignants, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à s'éveiller, etc. sur tout ça, et qui font mieux qu'ils peuvent, bien sûr. Mais je parle du système d'éducation nationale, c'est de formater les individus. C'est-à-dire qu'il y a la bonne réponse, la mauvaise réponse. Donc si t'es de la bonne réponse, bah, c'est très bien, t'as une bonne note, t'es un bon élève, t'es intelligent. Si t'as la mauvaise réponse, t'es nul, quoi. Si t'as tout le temps la mauvaise réponse. Si tu rentres pas dans les cases avec les compétences, les critères, bah, t'es classé comme mauvais élève. Donc en parlant de formatage, je vais aller plus loin, c'est vraiment l'État ne veut pas d'individu qui raisonne par lui-même, qui fait preuve de discernement. Voilà, ils veulent des gens contrôlables, facilement manipulables, on le voit bien à l'heure actuelle. Et d'ailleurs au sujet des réunions, les réunions pour le COVID, on en a fait je ne sais combien, pour qu'après, ben là c'était vraiment, je trouve, tout ce qui était latent avant, on le voyait vraiment dans toute sa splendeur, c'est-à-dire qu'on nous disait A, on faisait A, on nous disait B, on faisait B, on était vraiment des petits pions missionnés pour respecter les ordres, quoi. Et là c'était flagrant en fait, donc ceux qui l'ont pas vu avant,
qu'on est quand même dans un système de formatage, bon ben là c'était flagrant, et le nombre de réunions qu'on a faites pour ça, c'était juste insupportable pour moi, insupportable. Et quand je voyais tout le monde installer les distanciations sociales, les gamins, enfin les flèches, les balises, tout ça, mais moi ça me rendait dingue. Parce que moi, bien au-delà de ça, je ne voulais pas faire ça. Je voulais pas mettre les gamins, les séparer par la peur du méchant virus, voilà, tout ça, je voulais pas faire ça. Ça me rendait dingue. Le fait qu'ils portent un masque toute la journée, tout ça, enfin, je m'en rendais malade. Donc en fait, je n'arrivais même pas à m'investir et à acquiescer tout ça, quoi. Je n'y arrivais pas, ça me rendait dingue. C'était une telle folie. Ça prenait des proportions totalement inadaptées. Bref, sans parler des tests. Bon bref, je vais pas rentrer dans le détail par rapport à la situation actuelle parce qu'il y aurait trop à dire, mais ouais, ça rajoutait une couche en fait, les contraintes liées à tout ça. Une couche dans le fait de vouloir vite partir. Oui, je vous la mettrai si je la trouve, mais ça me fait penser à une image que j'avais vue où il y avait les enfants, les uns à côté des autres, et donc un enfant qui avait une bulle, donc sa façon de parler, de penser, par exemple une bulle ronde, l'autre il avait une bulle en étoile, l'autre il avait une bulle en losange, etc. Et il y avait dans l'image l'enseignant qui venait et qui découpait, qui faisait des carrés, pour que tout le monde pense pareil. Voilà, c'est assez évocateur quoi. Malgré encore une fois les efforts des enseignants, on apprend beaucoup à l'école, voilà, d'avoir une posture d'élève, de rester à sa place. Le respect, ça c'est très bien, c'est pas le souci, mais du coup, en gros, l'élève il sait pas, l'enseignant il sait. On leur dit quoi apprendre, on leur dit quand apprendre. On en fait des bons petits soldats finalement. Même si on tente de personnaliser au maximum les activités selon les enfants, mais quand t'as 30 gamins, que t'es seul, que t'as des programmes derrière, c'est un peu limité quoi, quand même. On fait au mieux, mais c'est pas évident quoi. Le système n'est pas fait pour l'épanouissement de l'individu, de l'élève, clairement. Le système n'est pas fait pour l'individualisation, pour, pour se connaître soi-même, pour prendre le temps de se découvrir, de faire ce qu'on aime. Le système est fait pour que l'individu rentre dans un moule et soit formaté. Dans ce système-là, l'autorité n'est pas à l'intérieur de soi, c'est-à-dire ça je sens que je peux le faire, ça je sens que j'ai envie de le faire. Je parle pas de respect de l'autre et tout ça, je parle vraiment de respect de soi et l'autorité intérieure. Aussi l'école, ça te met en tête que si t'es différent des autres, différent du système, t'es rejeté, t'es mis à part, t'es le mauvais élève, t'es nul, t'arriveras à rien. Ça fait perdre confiance en soi, ça fait aussi perdre l'élan naturel qu'a un être humain, un enfant, d'apprendre, de découvrir les choses par ses envies naturelles, ses intérêts du moment en fait. Et ça, j'ai déjà parlé à des parents qui ont déscolarisé leurs enfants, où vous voyez leurs enfants, des êtres souvent avec des personnalités assez sensibles, qui étaient coupés dans leur élan de joie, leurs envies, tout ça. Et tout est fait pour se couper de qui on est profondément et de se mouler, de rentrer dans un moule. Véhiculé par cette société et par ce système voilà, de l'éducation nationale pour le coup. Tout ça pour en faire de futurs bons salariés aussi. Je pense que l'État ne veut pas d'être entrepreneur, d'être indépendant. Et ouais, ça revient toujours à la même chose, quoi. Le formatage, une population contrôlable et manipulable. Ce qui m'a motivée aussi à arrêter, bon, je l'ai dit, il y avait le bruit. Le bruit, j'ai même un collègue un jour, il m'a fait trop rire. En sortant de la classe, je lui dis ça va parce qu'il avait mal à la tête. Et il me fait comme ça, et il sort des boules caisses, quoi. Alors, on entendait à travers, mais ça amenuisait le bruit quand même. Ouais, le bruit, c'est... je peux pas. Je sais pas comment font ceux qui bossent en boîte de nuit, soit ils sont sourds, ou je sais pas. Moi, j'ai une sensibilité au bruit qui est déjà exceptionnelle. Je pense que quand on passe le concours, on devrait nous mettre dans des sas avec du bruit de la récréation, du bruit... ouais, le bruit de la vie, quoi, des enfants, mais de beaucoup d'enfants dans un petit lieu. Et je pense que déjà, ça éviterait à certains de continuer dans cette voie-là, s'ils voient qu'ils ne supportent pas, quoi. Et bien évidemment, je sais que tous les profs ne fonctionnent pas comme ça, mais le système est fait pour qu'on fonctionne comme ça et qu'on mette en valeur l'erreur, c'est-à-dire que le stylo rouge, ça t'a faux, la notation, moi tout ça, ce système de notation, de comparaison,
Ouais, moi ça résonnait pas du tout avec moi quoi. Il y a encore ce truc sous-jacent qui dit que ben il y a un individu extérieur qui détient le savoir, qui a raison et que toi, en tant qu'élève, tu sais moins bien. Évidemment, un enfant a moins d'expérimentation et d'expérience, c'est pas ça, mais euh, ça met quand même un truc dans la tête de l'individu qui, en grandissant, continue de croire que les réponses sont toujours à l'extérieur de lui, qui, et aussi qu'il y a une punition quand tu ne respectes pas les ordres. Et des fois, il y a des punitions. Enfin, et pour moi, le fait de donner une punition, tout ça, enfin, ouais, ça, en fait, ça me. C'est pas du tout ma façon de voir les choses, quoi. Alors, je dis pas que les enseignants font tout ça, mais euh, je trouve que la société a énormément évolué, mais au niveau de l'éducation nationale, c'est toujours pareil, quoi. Il y a eu peu d'évolution quand même. L'enfant apprend principalement par imitation, par apprendre par cœur, tout ça. Et il y a peu de place laissée au fait d'écouter ses envies, d'être. Voilà, d'avoir par exemple 1 heure, 2 heures, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre. Et là, oui, tu as une personne adulte ou une personne qui te guide vers ça. Euh, et pas quelqu'un qui va te dire de telle heure à telle heure tu fais ça, de telle heure à telle heure tu fais ça. Enfin voilà, du coup on n'a pas le temps de s'écouter, de savoir qu'est-ce qu'on a envie, de se connaître tout simplement. Une citation qui dit connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et ben dans l'école, je vois pas à quel moment on peut vraiment apprendre à se connaître soi-même quoi. On fait toujours ce qu'on nous dit de faire. Euh, je dis pas que ça n'apporte rien à l'enfant, je dis juste que dans la connaissance de lui-même, c'est très très compliqué. Il n'y a pas de temps libre. On dit aussi qu'un enfant, quand il s'ennuie, voilà, c'est là qu'il naturellement, il s'écoute, quoi. Il s'écoute, il voit qu'est-ce qui lui plaît, il fait des expérimentations, enfin voilà, il apprend à se connaître. Tout est très très conditionné en fait. Hein. Même sous couvert voilà, d'essayer de faire plus ou moins certains projets. C'est génial, hein. Il y a des enseignants qui font des trucs super, quoi. Il y a des projets super. C'est pas les enseignants que je critique, c'est vraiment plus le système, la façon dont il est fait. Tout est fait pour que l'enfant soit conditionné, en fait. Et c'est aussi un système qui ne fait travailler que le cerveau. Alors, je sais plus si c'est droit ou gauche, là. Celui où il n'y a que le mental, où il n'y a pas la créativité, ou très très peu. Tout ce côté créatif, bah, ça revient toujours au fait qu'on veut pas de gens. On veut pas de petits génies, on veut pas faire de petits génies, on veut faire des gens avec un peu tous pareils, tous contrôlables, manipulables, avec le même savoir, le même moule en fait, qui ont été moulés pareil. Et le but de l'école, c'est pas l'épanouissement personnel hein, de l'individu, voilà. On le voit que la société a évolué, enfin je veux dire, les téléphones ont changé, Internet, les ordinateurs sont de plus en plus performants, les voitures ont évolué, mais l'école non. C'est toujours resté comme avant, même s'il y a des petites évolutions, c'est quand même le même formatage, le même moule. Les matières ont très peu évolué. Enfin, l'évolution, elle est minime, quoi. Alors qu'on voit bien que les enfants d'aujourd'hui, on dit qu'ils sont hyperactifs. On dit d'eux, je sais plus, enfin voilà, que c'est plus comme avant. Les enfants avant, ils étaient respectueux et tout. Mais c'est pas ça, c'est qu'en fait, attention, hashtag perché. Les êtres qui s'incarnent actuellement dans les corps de ces petits enfants, ce sont des très vieilles âmes, bien plus vieilles que nous, pour la majorité en tous les cas. Et quand on dit hyperactif, oui, hypersensible, évidemment. Ils ont plein de capacités développées déjà dès la naissance. Pour la plupart, ce sont des maîtres incarnés. Ils ont une grande sagesse en eux. Donc l'école, qu'est-ce qu'ils font à l'école, quoi? L'école, c'est ça, alors que eux, ils ont 100 capacités et compétences. Donc effectivement, c'est normal qu'ils ne soient pas adaptés. Voilà, c'est le système qui n'est pas adapté à eux, en fait. Ce sont des êtres profondément libres, du coup, qui ne veulent pas rentrer dans le moule. Et c'est pour ça que c'est génial, en fait, ça marchera plus et très vite, ça s'arrêtera tout ça. Ça ne peut pas fonctionner, on marche sur la tête. Ces enfants-là ne sont pas manipulables, ne sont pas enfermables dans des cases, ne sont pas... Enfin voilà, ils sont profondément libres, courageux, intelligents, matures. Il y a un petit peu...
ça va vous paraître exagéré, mais un petit côté système carcéral, quoi. Comme moi, je me sentais dans une prison dorée en tant qu'enseignante à l'éducation nationale. Voilà, les conditions, elles étaient pas extrêmement difficiles et tout ça, c'est pas ça que je dis, mais tu te sens quand même enfermé. Tu sens cette présence des programmes, de la société, un prof, t'as le droit de faire ci et faire ça. Voilà, dans les textes, c'est marqué qu'on n'a pas le droit, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire hein, en complément de notre métier, par exemple. Et ouais, même pour les enfants, enfin, ça fait très... voilà, t'arrives, t'es dans une cour fermée, dans une classe fermée, t'as des horaires, tu dois faire pipi à telle heure. Selon les enseignants, il y en a qui laissent, voilà, d'autres non. Tu manges à telle heure, ben si t'as pas faim, c'est pas grave, tu manges à telle heure. Si t'as faim, entre le matin, ton petit-déj, si t'es allé à la garderie, et midi, il y a des endroits, non, on n'a pas le droit de manger. C'est chaud quand même, quoi. C'est pour ça que je compare avec le milieu carcéral, alors que oui, un moindre... voilà, faut peser les mots, bien sûr, mais c'est un peu... Il y a un peu cette lourdeur-là, quoi. Des fois, voilà, l'individu... des fois, ben, tout être humain, on est dans des périodes où on est plus productif, des périodes où on a besoin de repos. Je dis n'importe quoi, les femmes par exemple qui peuvent avoir des règles douloureuses ou les gamins à garder à la maison en tant que papa ou maman, on n'a pas dormi, on a des soucis personnels ou autres. Voilà, il y a des moments où des problèmes de santé, il y a des moments où on est moins performant. Donc on n'est pas des robots en fait. Et dans cette société, toute forme de job dans le salariat, c'est compliqué parce qu'il faut être toujours au top, respecter les heures, même si t'es fatigué, que t'as pas bien dormi. Ouais, je trouve que Mais nous, ça nous paraît normal parce qu'on a toujours connu ça, mais en fait, c'est pas sain, quoi. C'est vraiment métro, boulot, dodo. Et encore une fois, c'est fait pour... tu bosses comme un dingue pour avoir un salaire, voilà, pour pouvoir payer tes factures, tes crédits. En fait, c'est une boucle qui ferme l'individu à ce système-là pour qu'il ne soit pas libre au final. C'est très pernicieux, ça se voit pas de suite, mais bon, beaucoup de gens commencent à comprendre que le système est bien ficelé pour faire métro, boulot, dodo, et quand tu rentres le soir, bah, t'es tellement fatigué que tu vas faire quoi? Soit tu vas te coucher tôt, soit tu vas traîner devant la télé à regarder des bêtises, parce que t'es éclaté, donc t'as pas envie de te pencher sur toi, de faire du développement personnel, spirituel, nana, ouais, t'as plus d'énergie, t'as plus de force, donc en fait, tout est fait pour qu'on soit vraiment désolé du mot, mais des esclaves de la société. Voilà, et pas des êtres libres et épanouis. Et du coup, ce système éducation nationale, il prépare un petit peu à ça, quoi. C'est-à-dire qu'un enfant de 2 ans et demi qui est scolarisé, c'est un choc énorme. Bon, après, voilà, les parents qui travaillent, et bien sûr. Moi, je sais que personnellement, si j'avais un enfant, il irait pas à l'école. Il est hors de question qu'il... Bon, j'en veux pas, hein. Mais si j'en avais eu, je l'aurais pas mis dans ce système-là. Il y a d'autres écoles maintenant qui arrivent, mais voilà. Des écoles où il y a beaucoup plus de liberté d'être. La plupart des cours, on va dire, on part du principe que l'enseignant, les programmes ont la vérité, que l'élève reste à sa position d'élève, qu'il doit apprendre ces enseignements-là par cœur, être bien docile, mémoriser, recracher. Ouais, il y a ce côté aussi un peu soumis. Plutôt que d'enseigner aux enfants comment se connaître, qu'est-ce qu'on peut faire pour être épanoui dans la vie, apprendre à se connaître, à développer ce qu'ils ont à l'intérieur, ce qu'ils aiment, écouter leurs envies, comment capter des idées, comment on les met en pratique, comment on apprend, comment on se fait confiance. Voilà, tout ça, on n'en parle pas vraiment quoi, à l'école. Tout ce qui est l'intuition, pour moi, c'est ultra important, le fait d'être dans l'instant présent. Ben, c'est pas dans les programmes, et puis même si on essaie de le faire, on n'a pas vraiment de temps, quoi. On n'a pas le temps. On n'a pas il y a les programmes à... On court toujours à peu près les programmes, en fait. En plus, il y a les évaluations nationales, nana, pour bien surveiller que tout a été bien fait. On n'apprend pas l'individu au bonheur. On n'apprend pas l'individu à être créateur de sa vie, à s'écouter, à créer, à vraiment créer. On s'adresse beaucoup au mental qui retient du par cœur, qui mémorise et qui recrache, quoi. Il y a combien de personnes qui ont cru, comme moi hein, à l'époque, que le fait de faire beaucoup d'études, d'être un bon élève, de réussir à l'école, ben, fera qu'ensuite on réussira sa vie. Ben, c'est faux. C'est faux. Moi, la première, quand je recevais des parents dont les enfants, je les sentais vraiment intelligents, il n'y avait pas de souci, mais ils ne rentraient pas dans le moule de l'école,
J'étais la première à leur dire, mais moi, autour de moi, les êtres qui sont le plus épanouis, qui ont réussi, que ce soit financièrement, que ce soit dans l'épanouissement de leur vie, enfin, des gens qui apprécient vraiment leur travail, qui s'éclatent, ben, souvent ces gens-là n'ont même pas le bac. Et ça fait pas d'eux des gens moins compétents, moins intelligents, bien au contraire. C'est un petit peu déjà des rebelles de ce système-là, du système qui vise au non-épanouissement de l'individu, et eux, ils voulaient être épanouis justement. Donc si vous avez un enfant que vous sentez avec des capacités intelligentes mais qui ne rentre pas dans le moule de l'école, c'est pas grave en fait. C'est une société malade, avec un système malade, un système de formatage, voilà. Donc si votre enfant s'épanouit différemment, tant mieux. Encouragez-le dans ce sens, à faire ce qu'il aime, à oser. Justement, à partir du moment où on détecte ce pourquoi on est fait, sa différence, et de pas faire des études pour rien, parce qu'il y en a combien qui font des études même dans la médecine et qui se rendent compte au bout de tant d'années d'études, mais en fait ça leur plaît pas, enfin voilà. Et quand on arrive à vraiment quand on prend le temps de se connaître et de voir son unicité, qu'est-ce qui fait de nous, c'est génial d'être différents les uns des autres, comme ça on s'entraide. Pourquoi tous des clones, dans le même moule là? Non, c'est bien d'avoir appris différemment, d'avoir des compétences différentes. C'est génial, on est fait pour vivre en société, pour s'entraider, donc c'est formidable. Et donc, à partir du moment où on réalise qui on est, qu'est-ce qu'on aime faire, et d'oser franchir le cap de le faire, mais c'est trop bien, voilà. Et là, on peut aller vers une vie plus épanouissante, même si on sort des normes, du cadre scolaire, du cadre sociétal. Et il y a un truc qui me vient, c'est tout ce qui est la déconnexion avec la nature. Souvent, les écoles, voilà, on est dans des lieux, il n'y a pas... on n'est pas vraiment en contact de la nature, on est enfermé dans des classes, voilà. On se déconnecte aussi de la vraie nature de l'homme. La vraie nature de l'homme, c'est de faire ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait nous sentir vivants, de faire ce qu'on aime. Et là, voilà, assis toute la journée pour un enfant qui attaque au taquet d'énergie, c'est compliqué. C'est compliqué, on est tout le temps en train d'avoir de la contrainte en fait. Et même dans les matières, en fait, je vois pas pourquoi les maths c'est plus important que l'art, alors que tout est lié plus ou moins, mais pourquoi le français et le maths sont mis toujours en avant, et alors que voilà, il y a plein de choses qu'on n'apprend pas à l'école, ou qu'on apprend peu du moins, parce que les enseignants n'ont pas le temps de transmettre ou n'y pensent même pas, parce qu'ils pensent, pour la plupart, ils pensent bien faire. En tant que bon élève du système qui les a formés, et eux à eux aussi, voilà, ils font. Si vous entendez une tondeuse, c'est normal. Voilà, à quel moment on travaille, j'ai peut-être dit avant, mais à quel moment on travaille la gestion des émotions, la connaissance de soi, la vraie création, la vraie créativité qui sort de soi, de son intuition, à n'importe quel âge. Moi, je vois quand j'étais petite, toutes les heures que j'ai passées à dessiner, ça m'a énormément apporté. À quel moment on apprend sa différence, à quel moment on apprend comment vivre et survivre dans la nature, se nourrir se nourrir sainement, les propriétés des plantes, je sais pas moi, les planètes, il y a tellement de choses, l'empathie, le fait de s'entraider, et aussi quand j'ai vraiment commencé à craquer, c'était quand on est passé de 4 jours à 4 jours et demi. Moi je dis 5 jours, hein, parce que du coup il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et au niveau de la voix, on récupère pas en tant qu'enseignant, quand on a le mercredi. Je perdais tout le temps ma voix, je parlais comme ça. C'est horrible, et du coup dans une classe bruyante, c'est compliqué d'être entendu, au niveau de la fatigue, même les enfants. Je veux dire, il y a des enfants qui sont à la garderie à 7h du matin, dont les parents viennent les récupérer bien après la fin de la journée d'école, qui se situe selon les communes entre, je sais pas moi, 15h30 et 17h, quoi. Et du coup, ça fait une amplitude horaire énorme pour un si petit enfant. Sachant qu'ils font la sieste jusqu'à un certain âge, et après, même des fois, ils auraient besoin de faire la sieste. Du coup, il n'y a pas de plage horaire pour ça. C'est des enfants qui sont très fatigués. Aussi, le mercredi, ça pouvait permettre, je sais pas moi, de faire des activités extrascolaires, de voir les parents, des grands-parents, de faire autre chose, parce qu'il n'y a pas que l'école dans la vie. Et du coup, ouais, c'est des enfants qui passent leur vie quasiment à l'école, quoi. Et quand t'es pas bien à l'école, quand t'es pas, voilà, ou ça passe pas avec l'enseignant, ou avec les copains, ou que t'es fatigué, ou que t'as envie d'autre chose, c'est compliqué quand même. C'est pas du tout adapté à des enfants, du moins école maternelle, primaire, mais les tout petits, c'est pas du tout adapté.
Et ouais, les 4 jours et demi, franchement, c'est dur, quoi. Bon, je vais pas faire un débat sur ça parce que chacun pense ce qu'il veut. Il y a des parents, pour eux, ils vont dire c'est pratique aussi. Il y a ceux qui disent ah mais nous quand on était jeune, oui ok, mais ce qui était valable quand tu étais jeune n'est plus forcément valable pour les enfants actuels. Les enfants actuels ils sont différents. On a beaucoup à apprendre d'eux d'ailleurs. Pour dire qu'à un moment, par rapport à mon métier, la peur a changé de camp. C'est-à-dire que avant je pensais arrêter, mais j'avais peur ouais, de manquer d'argent, de pas savoir quoi faire, il y a des années je parle. Voilà, j'avais peur de quitter cette fonction qui m'assurait un avenir sécurisant, quoi. Et la peur a changé de camp parce qu'en fait, ma peur, il y a quelques temps déjà, est passée de l'autre côté. J'avais peur de rester enfermée dans cette prison dorée, de faire ça toute ma vie, de pas pouvoir être totalement libre, de faire ce que je veux quand je veux, de créer les choses comme je le veux moi, dans le fond comme dans la forme. Il y a des jours où voilà, comme je dis, on est plus productif que d'autres, donc les périodes où je suis productive de bosser à fond, et les périodes où je le suis moins, où j'ai moins l'envie, où j'ai la fatigue, etc., ben voilà, de lâcher un peu. Enfin, moi, j'ai toujours, je pense, été faite pour être entrepreneur, pour être indépendante, quoi. Quand bien même, si vous vous reconnaissez dans ce que je dis là, et que vous voulez faire, même si c'est un autre boulot de type salariat, il n'y a pas de souci, mais il arrive un moment où le corps, où tout notre être entier nous dit stop, quoi. Et du coup, la peur, c'est d'y rester. Puis voilà, il arrive un moment dans la vie, quand tu fais un travail sur toi, quand tu t'intéresses au développement personnel, spirituel, où tu évolues, ben ce système, il te correspond plus du tout. Plus du tout, plus du tout, plus du tout. C'est vraiment de la 3D, quoi. Ça vibre hyper bas. Et toi, t'as d'autres envies, quoi. T'as envie de participer à la création du nouveau monde, t'as envie de créer de nouvelles choses, t'es en décalage total avec tes collègues, avec ce système. C'est plus possible, en fait. Sinon, ton corps, c'est burn-out, maladie, dépression, etc. On peut plus, quoi. On peut plus. On peut plus rester dans ce moule, dans cette cage, prison dorée, on l'appelle comme on veut. C'est juste pas possible, en fait. On sent quand c'est un appel profond de l'âme, moi je le ressens vraiment comme ça, quoi. C'est l'âme qui prend beaucoup plus de place que le petit personnage humain avec son petit ego, tout ça. Du coup, on peut plus faire semblant et on peut plus. Enfin, moi, ça fait très longtemps déjà que je voulais arrêter, ou déjà j'en pouvais plus, mais j'avais plus aucune peur, que ce soit du manque d'argent ou autre, plus rien, tout s'est envolé, parce que simplement je pouvais plus. Je pouvais plus m'enfermer dans ça. Et pourtant j'étais à mi-temps, alors j'imagine à temps complet, quoi. Oui, comme je l'ai dit, tous les protocoles qu'il y a eu ces derniers temps, ça a remis une couche, ça a accéléré le processus chez moi et chez beaucoup d'autres personnes, hein, puisque j'échange avec d'autres enseignants. Vous serez impressionnés du nombre d'enseignants qui veulent arrêter. Et dans beaucoup de corps de métier, c'est la même chose, mais c'est très bien, hein, c'est tant mieux. Ça veut dire que les gens évoluent et qui disent non à tout ça, quoi. Moi, en tous les cas, c'était une perte de sens totale, une perte de sens. Je me dis toujours, qu'est-ce que je fais là? Mais j'ai pas envie d'enseigner ça, j'ai pas envie d'enseigner ça comme ça. Merci toutes ces gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase, parce que c'est ce qui m'a permis de passer le cap, en fait. Et d'oser vraiment acter d'arrêter. Alors, ce qu'il faut savoir, parlant de prison dorée, c'est que j'ai fait la démarche, je sais pas ceux qui sont dans mon cas, s'ils ont expérimenté la même chose, mais j'ai fait la démarche d'arrêter 3 fois. Donc la première année, c'était pour une démission, donc il y a 3 ans. À l'époque, on pouvait démissionner. Donc j'avais demandé les indemnités qu'on pouvait avoir, tout ça, mais j'étais entre deux, je savais pas trop, j'avais envie, mais bon, j'avais quelques petites peurs qui me retenaient encore. Voilà. La deuxième année, j'ai fait la démarche de façon plus approfondie, j'ai les rendez-vous, on a des rendez-vous avec les ressources humaines, donc il faut un projet bien construit, motivé, tout ça, un projet bien construit. Les personnes qui m'ont reçu en fait m'ont fait comprendre que non, c'était pas assez cadré, c'était pas assez réfléchi, c'était pas assez sûr, donc en gros on m'a refusé le fait de quitter l'éducation nationale. Alors là je tombais des nues, je fais mais comment ça si je veux partir, voilà, on peut partir pour des raisons personnelles, et ben non. Étant donné qu'il manque, après, ça dépend peut-être des départements, mais dans celui où je suis actuellement, il manque de beaucoup d'enseignants, donc ils ne laissent pas partir comme ça ceux qui veulent s'échapper. Déjà, il faut savoir que de plus en plus dans les écoles, quand il y a un enseignant malade, les enfants sont dispatchés dans les autres classes, donc on peut se retrouver facilement à 35-40 dans la classe, très 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 souvent, vu qu'ils ont fermé des postes de remplaçants. C'est facile à fermer un poste de remplaçant, comme tout est budget, tout est politique dans ce type de métier. On rapporte pas d'argent directement, donc c'est facile de sucrer des postes.
Mais du coup, c'est les enseignants qui restent et les gamins qui trinquent, quoi. C'est très compliqué. En plus, on a des toutes petites classes, d'avoir 35, 40 enfants. Voilà, et ça arrive de plus en plus souvent. Donc j'entends hein, l'argument qu'il n'y a pas assez d'enseignants, qu'on peut pas partir comme ça, mais ouais, ça a fait que la deuxième année, ils n'ont pas voulu me laisser partir. Et donc en vient cette année, où déjà je savais voilà pourquoi, qu'est-ce que je voulais faire après. Du coup, au premier rendez-vous avec les ressources humaines, j'ai tout expliqué. Et là, les personnes sont fichues de moi, sont mis à exploser de rire. Parce que, entre autres, j'ai parlé aussi que je faisais des toiles, hein. J'ai parlé des autres projets là, que je vais mettre en place, mais du fait d'être artiste peintre, donc j'ai expliqué que j'avais un site, tout ça, que je vendais par internet. Et là, elles ont rigolé. Elles m'ont dit texto, ah mais Nabila aussi vend par internet. Elles m'ont dit non mais en gros, vous fichez de moi madame, vous allez jamais partir pour ça, on va jamais vous laisser partir pour ça. C'est utopique. Elles ont rigolé, elles m'ont dit, je suis sortie de là en pleurant, me disant que non, j'avais aucune chance avec un projet comme ça. Voilà. Et aussi, il faut savoir, il y a la Mivilude, je crois que ça s'appelle. Je sais plus, il faudrait que je vérifie le terme exact, qui stipule que quand on est... je sais plus s'il y a naturopathe dedans, mais il y a sophrologue, tout ce qui est énergéticien, tout ça, c'est considéré comme des sectes. Donc en fait, à chaque fois qu'on a des projets un peu hors normes, quoi, hors de leur case, eh bien, c'est refusé aussi. Donc en fait, j'ai dit, ah ok, c'est comme ça, très bien. Je me suis fait aider d'un ami à moi. Et enfin, j'ai fait 90% du truc, mais il m'a quand même aidé pour l'étude de marché. En soi, j'en ai rien à faire de l'étude de marché, je fonctionne à l'économie intuitive. Enfin voilà, je suis plus du tout dans tout ça, on peut pas tout contrôler. Après, c'est bien hein, de partir avec des... Bon bref, chacun fait comme il le sent. Moi, ça me parlait pas. Mais j'ai quand même pondu un dossier de 10 pages en expliquant tous mes projets, les prix que j'allais faire, les tarifs, donc l'étude de marché. J'ai essayé d'être vraiment en mode... essayer de les rassurer au maximum. Et c'était juste, hein, c'était vrai ce que je disais. J'ai pas du tout menti par contre. Mais j'avais aucune envie de faire ça et ça m'a pris des heures et des heures à créer. Et du coup, ça a été validé. Cette année, ça a été accepté. Donc je précise que on ne peut plus démissionner. Moi, c'est ce qu'ils m'ont dit. Alors peut-être la démission, partir sans rien, sans indemnité, oui peut-être, sachant qu'elles sont pas énormes, mais ça je sais pas. Mais en tous les cas, moi, elles m'ont fait comprendre, les personnes, les interlocutrices que j'ai eues, m'ont fait comprendre qu'on ne pouvait partir que dans un cas actuellement, depuis 2020. Les syndicats m'ont validé aussi ça, les textes aussi. On ne peut partir que dans un cas de rupture conventionnelle. Donc en apparence c'est pour s'aligner avec le privé, mais en fait c'est pas ça. C'est parce que la rupture conventionnelle, il faut l'accord des deux parties, donc le responsable hiérarchique et l'employé. Que dans la démission, il n'y a que nous en fait qui étions décisionnaires en fait. Et eux ils acceptaient, voilà. Que là, il faut l'accord des deux, donc quand il manque d'enseignants, ils filtrent au maximum. Ils ont une enveloppe budgétaire académique qui réduit, je sais pas moi, tant de personnes par département ou au sein même de la région, de l'académie, qui ont la possibilité de partir. Donc d'après les chiffres que j'ai eus, mais c'est très opaque, je crois qu'il y en a 1 sur 10 qui a été accepté. Et du coup, j'en connais pas mal qui ont demandé, qui étaient en pleurs et ça n'a pas été accepté et qui voulaient vraiment partir. Donc voilà, si vous avez des enfants dans des écoles et qu'il y a beaucoup de burn-out et d'arrêt maladie, soyez pas étonnés, ne leur en voulez pas trop. Aussi, je m'étais dit, je voulais absolument pas partir pour de mauvaises raisons. Ça veut dire que je voulais pas partir avec de la colère, je voulais vraiment partir en paix. Même par rapport au système, parce que je peux parler, mais j'ai eu des... Quand je suis partie de plusieurs années en ZEP, j'avais droit à beaucoup de points en fait, qui pouvaient me permettre d'avoir des postes qui pouvaient m'intéresser, on va dire, que ce soit géographiquement parlant ou autre. Ils ont oublié de me mettre les points, enfin il y a eu plein de trucs comme ça. Ouais, il y a eu plein de non-respect en fait de mon travail, on va dire. Je tiens quand même à redire que la plupart des profs font vraiment, je parle enseignant du primaire, après le secondaire c'est un petit peu différent. C'est beaucoup de transmissif, il y a moins de réunions avec les parents, il y a moins d'heures en présence des élèves. C'est difficile aussi, c'est pas ça que je dis, mais c'est pas pareil. Il y a ils font 1 ou 2 matières, enfin c'est pas pareil. Mais voilà, la plupart des enseignants, comme je l'ai dit, ce sont des anciens bons élèves. Ils font vraiment les choses avec conscience, avec cœur, ils s'investissent à fond. Le week-end, ils pensent boulot, même quand ils font les courses, ils achètent des trucs parce qu'ils disent ça en classe, je vais le réutiliser. Enfin voilà, la plupart, ils sont quand même sacrément investis. Et du coup, épuisés quoi. Parce qu'ils veulent tout gérer, ils veulent aider au mieux les enfants en respectant aussi la hiérarchie, les programmes, voilà.
Et même, ouais, pour être sincère, en fait, il y a des fois, quand on me disait qu'est-ce que tu fais comme métier, j'avais honte de dire que j'étais professeur des écoles. Bon, déjà, je disais instit, mais parce qu'en fait, ouais, ça voulait dire que je bossais pour ce système-là. Donc, c'est con, mais ouais, j'avais un petit peu honte. Donc, je disais, oui, je fais ça, mais je suis aussi artiste peintre à côté, j'ai ça comme projet, enfin voilà. Et aussi, je veux préciser tant que j'y pense, mais il y a plein de trucs que je vais oublier certainement. Euh, Il y a des boulots beaucoup beaucoup plus difficiles. Je veux dire, il y a des boulots, moi même quand j'ai... Enfin voilà, après on a tous des sensibilités différentes, des envies différentes, et ce que quelqu'un peut accepter, quelqu'un ne peut ne moins l'accepter, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, hein. Chacun fait au mieux dans cette société, c'est pas évident pour tout le monde, hein. Dans tout corps de métier, c'est pas évident maintenant. Au niveau des conditions de travail, je sais que ceux qui bossent en usine, ou même moi, je veux dire, quand j'étais caissière, pour payer mes études, j'ai fait d'autres petits boulots. Voilà, il y en a qui font des ménages, même ceux qui font des ménages, des fois, enfin, ou l'aide à la personne, enfin, il y a plein de corps de métier où c'est extrêmement difficile, et bien plus difficile que nous. Simplement, voilà, au niveau... je suis pas là pour comparer et dire c'est pire d'être prof, ou c'est pire, voilà, non, simplement là je parle en tant que alignement avec qui on est, d'épanouissement personnel, et quand un travail ne nous plaît plus, même si en apparence on a l'impression qu'on n'a pas le choix, qu'on va être jugé par les gens, bon après ça moi je m'en fiche un peu quoi, parce que les gens émettent des jugements par rapport à leur propre niveau de conscience, par rapport à leur peur, et tout est vrai en fait, il n'y a personne qui a tort, chacun fait en fonction de son expérimentation, de ses expériences, de ses envies, de ses croyances, de ses peurs. Voilà, quelqu'un qui est pas prêt, qui n'a pas envie de partir, mais qui au fond de lui a un peu envie, bah c'est juste, c'est que c'est pas le moment. D'autres qui se plaignent d'un métier alors que pour quelqu'un d'autre c'est le métier de ses rêves. Voilà, il n'y a pas de souci. On est tous différents, il y a de la place pour tout le monde, il faut de tout quoi. À l'heure actuelle, ce que j'aimerais et ce qui m'attire au niveau éducation, enseignement, au niveau des enfants, je parle, la façon dont je vois les choses, ouais, moi je suis plus dans tout ce qui est unschooling. Unschooling, c'est l'école à la maison, mais c'est pas reprendre les programmes et les refaire à la maison, c'est pas refaire la même chose que l'école à la maison. C'est vraiment laisser l'enfant libre d'apprendre par lui-même, en lui faisant confiance. Par exemple, un gamin qui sait pas lire à 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, etc. À partir du moment où il va être passionné par un domaine, je sais pas, les dinosaures, les oiseaux, bah, il va avoir envie d'apprendre à lire. Et là, il va apprendre hyper vite, parce qu'il y a du sens derrière. Et voilà, il y a plein de méthodes de lecture disponibles sur internet ou dans des livres où les parents peuvent les aider. Et si c'est pas le parent qui fait l'enseignant, entre guillemets, euh, de, ben, il y a des nouvelles écoles, comme je dis, qui sont créées dans des forêts, ou même qui vont être créées, ou il y a plein de cas différents, ou même voilà, dans des lieux classiques, mais où l'adulte est là en tant que guide, et l'enseignant et l'enfant pardon, est libre d'expérimenter. Voilà, il a du matériel à disposition, des livres, un ordinateur, une cour, un jardin, j'en sais rien. Et l'enfant est libre d'aller vers ses élans naturels, euh, de faire ce qu'il aime en fait, et par le biais de ce qui a du sens pour lui d'apprendre. Et d'ailleurs, il y a un film, je l'avais conseillé en confinement aux parents d'élèves à l'époque, qui s'appelle un documentaire Être et devenir. Il est génial, où vraiment il y a du recul sur ses parents et ses enfants depuis leur enfance à l'âge adulte. Et on voit que c'est des êtres hyper épanouis. Très vite, ils ont su ce qu'ils voulaient faire, puisqu'ils ont pris le temps de se connaître, de faire ce qu'ils aimaient, d'expérimenter par eux-mêmes, avec une liberté énorme. Et ouais, c'est génial, quoi. C'est vraiment... c'est pas des personnes qui vont connaître un burn-out à 40 ans et qui vont... ou j'en sais rien, quoi. Enfin, voilà. Ils partent déjà dans la vie avec une connaissance d'eux et, et de ce qui leur plaît, voilà. Qui font qu'ils sont épanouis, tout simplement. Et ceux qui pourront penser, mais non, mais un enfant, il a besoin qu'on lui dise quoi apprendre, tout ça, mais pas vraiment en fait. Ça peut pas. Enfin, des fois, oui, ça peut aider, mais ça ne peut pas fonctionner que dans ce sens-là. C'est-à-dire, on apprend à parler. C'est pas un prof qui nous apprend à parler, on apprend à parler par la vie, on apprend à parler, voilà, en ayant un interlocuteur en face qui nous dit qu'il nous comprend pas, ou qui nous reprend, en écoutant les autres, voilà. C'est des apprentissages naturels. Le fait de marcher, c'est un apprentissage naturel également. Après, je dis pas pour se spécialiser, tout ça, ok, si ça vous intéresse, si ça intéresse l'individu de faire des formations, pourquoi pas. Mais la plupart des apprentissages de la vie, on les apprend par soi.
Donc voilà, par rapport à ce que je fais actuellement, donc du coup, bon voilà, j'ai encore des petits trucs à faire, des formalités au niveau des paperasses, tout ça. Mais je me dis, voilà, nouveau monde qui arrive, hein, parce que ceux qui se rendent pas compte, la société la société telle qu'on l'a connue est en train de s'effondrer, et c'est très bien, c'est pas pour du pire. Il va y avoir des moments difficiles certainement, mais c'est pour vraiment du mieux, parce que cette société est malade, on marche vraiment sur la tête. Donc euh, c'est pas un signe, c'est quoi le truc, la phrase, c'est pas un signe de bonne santé d'être adapté à cette société, à une société malade en fait. Donc si vous vous sentez pas bien dans votre job, si vous sentez qu'il y a des choses qui tournent pas rond, même si vous n'êtes pas éveillé sur tout ce qui se passe actuellement, c'est pas grave, c'est normal en fait. Et le monde de demain qui arrive très vite, et voilà, il y a certaines personnes qui en sont déjà à ce stade-là dans leur façon de vivre. C'est un monde où les êtres vont se respecter, s'entraider. Tant pis si vous dites oui, elle rêve, elle est utopiste. Mais moi je suis persuadée dans mon cœur que ouais, le monde de demain c'est ça, c'est l'individu libre dans le respect de lui-même et de l'autre, l'entraide, l'épanouissement personnel, et du coup ouais, j'ai eu ce besoin de vraiment être alignée avec toute cette évolution que j'ai pu faire de par le fait de m'être intéressée à tout ça, ce changement intérieur en fait, et de me dire que maintenant c'est pas ma tête qui va diriger et non mes peurs. La tête, c'est un super ordinateur qui organise les choses, qui est capable de voir sur du court ou du long terme quoi faire, qui met voilà, un côté pratique, etc. Mais ma tête, elle est au service de mon cœur. Donc c'est mon cœur qui va canaliser une idée, une envie, un ressenti. Et ma tête, donc je disais, voilà, mon cœur est au service de ma tête et non plus l'inverse. C'est pas la peur de manquer d'argent, la peur de mal faire, la peur de me planter, la peur de perdre. C'est pas ça qui va diriger, c'est plus mon envie de faire. Mon moteur, c'est mon envie de faire, en quoi je crois, qu'est-ce que j'ai envie de créer pour ce monde, qu'est-ce que j'ai envie de faire, dans quoi j'ai envie de m'éclater, dans quoi je m'éclate, et du coup, je rayonne dans ce que je fais, et j'apporte le meilleur de moi-même à ce monde. Voilà, et je souhaite à tout le monde d'en faire de même, chacun à sa façon, bien sûr, et à son rythme. Et donc moi, comme je l'ai dit dans une vidéo préalable, je me sens créatrice, enseignante, thérapeute. Donc il y a toujours ce côté enseignant pour transmettre, mais j'ai envie de créer le fond de ce que j'ai envie de transmettre, et donc du coup de transmettre, d'enseigner, pour le mieux-être de la personne. Donc dans tout ce que je fais, et je le vois même avec l'étoile et dans tous mes projets de maintenant et à venir, ça sera ça. Voilà, donc oui, cette casquette d'enseignante, je l'ai en moi, mais pas sous la forme éducation nationale. Moi, je vais toujours continuer à faire de l'art, à créer, à faire des toiles. Donc ce que je vais faire, c'est... Mes toiles, elles ont toujours été énergétiques, elles ont toujours été là pour apporter de la joie, de la lumière, du peps, pour booster les gens, leur intérieur, faire passer des messages, des couleurs, la lumière, tout ça. Mais ouais, il y a aussi la partie thérapeutique qui va être... qui est un petit peu peut-être plus mis en avant, la partie, tout ce qui est, voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, j'adore tout ce qui est énergétique, la physique quantique, et du coup je propose de faire des toiles énergétiques avec des messages personnalisés, mais ça j'en parlerai plus tard, enfin il y a tout sur mon site. J'ai également créé un oracle pour aider les gens à se sentir mieux. Je fais de la communication animale aussi, je fais aussi des guidances individuelles pour aider... pas pour dire l'avenir, parce que ça m'intéresse pas, je pars du principe qu'on le construit, mais pour aider à la personne à y voir plus clair, à se comprendre, à voir qu'est-ce qu'elle a à travailler pour pouvoir évoluer. Enfin, quand je dis à travailler, à débloquer en elle, à éclairer. J'ai aussi d'autres projets à venir, de e-book ou d'autres choses, de programmes, de choses à transmettre. Pour les gens qui se retrouvent en moi un petit peu dans ma façon d'être, mon parcours, je ne sais quoi, que vous soyez enseignant ou pas, en fait, voilà, ceux qui sont hypersensibles, multipotentiels, on peut les appeler les zèbres, les hauts potentiels, les enfants des étoiles, les starcides, les enfants indigo, arc-en-ciel, cristal. Voilà, tous ceux qui se reconnaissent dans ces dénominations-là, j'aime pas trop les cases et les termes, il y en a plusieurs. Eh bien oui, vous faites partie de ces vagues d'êtres incarnés, de ces vagues de volontaires venus à cette période charnière sur Terre, justement pour éclairer le monde de votre lumière. Donc comment voulez-vous être vraiment lumineux et épanoui si vous êtes
si vous n'êtes pas à votre place en fait, si ce que vous faites ne vous fait pas vibrer, ne vous éclatez pas, vous pouvez pas être vous-même à travers ce que vous faites, ça va être compliqué quoi. Ça va être compliqué. Donc les gens qui se ressentent comme ce que j'ai dit au préalable, ouais, je pense que pour la plupart ils ont déjà fait ce saut-là. Et pour les autres, il serait temps peut-être d'y réfléchir et d'arrêter de se trouver anormal. Même si on est minoritaire, on a une place importante dans cette société-là. On a un rôle, une mission, on peut l'appeler comme on veut. Mais on n'est pas là pour rien en fait. On n'est pas là pour rien et il est temps de réaliser qui vous êtes hein, et vos différents potentiels. Les gens comme nous, quand on se réveille vraiment, même si on l'est depuis un moment, mais qu'on se révèle, et on se réveille, oui, des deux, on se révèle à, comment dire, on se révèle à soi-même et du coup au monde, vraiment, on sait qui on est, on peut plus rentrer dans ces moules, on peut plus. Et c'est tellement flagrant, voilà, on ne peut être épanoui que en faisant ce qui nous fait vibrer, qu'en faisant ce qu'on aime et aller au bout des choses en fait. Donc certes, ça demande du courage, je ne dis pas le contraire, mais on en a. On est des êtres très courageux déjà pour vivre à l'heure actuelle dans cette société-là, il faudrait être courageux quand même, hein. Voilà, mais on a la force, on a la lumière en nous, on est guidé, on est aidé, on est profondément protégé et aidé, donc il n'y a pas à avoir peur. Aussi, par rapport à tout ce qui est ce terme-là, mission de vie, pour moi la mission de vie, avant de faire, c'est d'être qui on est. Donc effectivement, c'est intéressant de faire un métier, une activité, qui peut nous permettre d'être vraiment totalement qui on est. Là, on est dans notre mission de vie. On n'est pas là pour juger ce que fait la personne, on s'en fiche. À partir du moment où la personne, ce qu'elle fait, elle s'éclate dedans et elle peut être vraiment elle-même, à 100% elle-même. Du coup, elle peut briller de toute sa lumière, rayonner et contribuer à élever les vibrations de ce monde. Désolée hein, pour ceux qui se disent elle est complètement perchée, ils sont tombés sur cette vidéo, ils me connaissent pas. C'est pas grave, j'assume totalement. Et de toute façon, même ceux qui n'adhèrent pas à tout ça, au bout d'un moment, ouais, vous verrez, si c'est pas maintenant, si c'est dans 5 ans, en 10 ans, vous comprendrez un petit peu mieux tous ces concepts-là, quoi. Également, j'ai croisé beaucoup de collègues qui me disaient « Oui, mais toi, t'as de la chance, tu vas quitter, mais tu sais quoi faire, t'as un projet derrière, moi, je sais pas quoi faire, je sais faire que ça. » Ouais, en fait, on vous fait croire que vous êtes capable de faire que votre job. Mais non, mais déjà, au sein de votre job, vous avez développé plusieurs compétences. Et comme je dis, les comme nous, surtout, on est des multipotentiels. Donc on est en capacité de faire plein de choses. Et le fait de dire j'ai de la chance, mais c'est pas que de la chance en fait, c'est aussi du courage. Je me suis écoutée, je suis allée au bout des choses. Enfin, quand j'ai commencé à faire mon site, à exposer, à faire mon art à moi, mais il y a des milliards d'arts différents. D'écouter ce qui faisait vibrer à ce moment-là, de ce qui me donnait envie, voilà. Donc tout le monde en est capable, on est tous, que ce soit dans l'écriture, que ce soit dans l'aide à la personne, que ce soit dans... Mais tout n'importe quoi en fait, il y a besoin de tout le monde. Et si vous avez des envies dans vos tripes, des choses qui vous font vibrer, mais faites-le. Mais faites-le si ce n'est un petit peu pour l'instant. Peut-être le week-end, le soir, dans votre temps libre, bénévolement, je sais pas, mais donnez-vous du temps, laissez une place à votre âme, à votre être profond. Laissez-lui une place. Sinon, votre corps, il va vous le faire payer cher, quoi. Ouais, ça peut être, je sais pas, des ulcères, un problème au dos, un cancer, un burn-out, une dépression, tout n'importe quoi, mais votre corps, votre maladie vous veut pas de mal en tous les cas. La maladie, c'est le mal dit, c'est tous les mots qui sont pas exprimés, ils vont passer par là, ce sont des messages, il faut les écouter, ils sont pas là pour rien. Donc voilà, si c'est pas maintenant tout de suite, que vous ne le sentez pas, ça peut arriver très vite aussi, hein. Ça peut, des fois en quelques mois, en quelques semaines, on peut vraiment shifter, il peut y avoir un changement énorme, même si c'est pas de suite. Voilà, je vous propose de laisser un petit peu de temps à ce qui vous fait vibrer, de vous octroyer du temps, de faire ce que vous aimez, quoi. Même si c'est pas encore votre activité principale professionnelle, ou même si ça ne le deviendra pas, mais c'est très important de faire ce qui vous fait vibrer. Et aussi, je voulais dire pour ceux qui me disent « Mais moi, j'ai pas le choix, j'ai un crédit, j'ai des enfants. » En fait, on a toujours le choix. Quand on prend vraiment du recul, je dis pas que c'est facile, bien sûr, il y a des situations où il faut encore plus de courage, il faut plus de changements à apporter à sa vie. Ça peut être vendre son logement si on est propriétaire, ça peut être faire de la colocation, je ne sais pas, je suis pas à votre place et je suis pas là pour juger, comme je l'ai dit. Chacun son rythme, chacun sa vie, chacun son expérimentation, chacun ses croyances. Dans tous les cas, le choix, on l'a toujours. À partir du moment où l'envie, elle est là,
c'est que le choix on l'a toujours. Et souvent, quand on ose sauter dans le vide, il y a plein d'aides inattendues. Il y a peur des rencontres, des arrivées d'argent inattendues, voilà. C'est comme si la vie, les êtres qui veillent sur nous, l'univers entier nous pousse à le faire, quoi. Et nous apporte des aides. C'est comme si, quand on dit, on plonge et le filet apparaît quand on plonge, en fait. Ou les ailes se déploient quand on plonge. Enfin, voilà. Je dis pas que c'est simple, bien sûr, mais il y a plein d'exemples. Vous regardez sur Internet, des gens qui ont changé de vie ou autre, des femmes qui étaient seules, avec 2 enfants. Moi, je connais personnellement... voilà, qui sont partis de rien, qui n'avaient aucune étude, qui ont créé des choses magnifiques. Voilà, tout est question de choix. Aussi, à ce sujet, je voulais dire que, en fait, moi quand j'ai vu, voilà, je suis transparente, hein, quand j'ai eu la réponse comme quoi c'était accepté, j'étais hors du temps, quoi. Mais c'est vrai, c'est fini, je vais pouvoir me libérer de l'éducation nationale. J'arrivais pas à capter, puis dans ma tête, ça faisait des vagues, quoi. C'était un coup hyper contente, un coup j'avais peur. Je me dis, mais après, je peux plus revenir en arrière. Voilà, j'avais très peu de temps pour faire un retour et de dire si de mon côté c'était sûr ou pas, si j'acceptais de lancer le processus de la rupture conventionnelle. Et en fait, je me suis dit, j'ai écouté aussi voilà, certaines vidéos, je me suis replongée dans toutes les notes que je prenais, voilà, j'ai médité, j'ai canalisé certains trucs, et je me suis rendu compte qu'en fait, quand il y a un choix dans la vie, peu importe le choix, le bon choix n'est jamais celui de la facilité. Si on prend le choix de la facilité, ok, il n'y a pas de souci, de toute façon on est là pour apprendre, donc on n'est pas là pour être parfait, voilà, on fait au mieux. Si on n'est pas prêt, on se sent pas prêt, donc on fait le choix de la facilité, le même choix va se représenter quelques temps plus tard. Et des fois on va en chier un peu plus entre temps, où le choix va être un peu plus radical, je sais pas comment dire, mais il va se représenter. Donc voilà, réfléchissez-le, entendez-le comme vous le voulez, mais le choix de la facilité, c'est rester dans le connu, dans une zone de confort, alors que non, on veut que ça bouge, on veut changer de job, on veut changer de vie. Si tu refais le choix de la facilité, la facilité, c'est aussi souvent le choix des peurs, c'est-à-dire, comme j'ai dit, la peur de l'inconnu, peur de manquer d'argent, peur du jugement des gens, peur de se tromper. Donc tout ça, c'est le choix du confort. Mais en fait, est-ce que c'est un confort? Non, c'est toujours pareil, c'est la prison dorée dans laquelle on est, et pourtant c'est cette prison qu'on veut quitter, on veut sortir de là. Donc je pense que le choix de l'âme, c'est rarement le choix de la facilité. Voilà. Et après, donc, il y a la période du choix, qui est pas évidente certes, mais une fois qu'on l'a fait, là moi par exemple, j'ai aucun regret. Je sens que c'est le bon choix. Finir, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, dans mon expérience à moi, j'ai aucun regret. C'est comme si j'étais même soulagée, ou voilà, je m'étais enlevé une grosse épine du pied, un gros poids en moins. Je me dis maintenant, voilà, je suis libre de faire ce que j'aime, de faire tout ce que j'aime, à ma façon, de travailler à mon rythme, de m'écouter, voilà. J'ai vraiment fait le choix le plus en accord avec qui je suis, avec mon âme, avec mes envies du moment. Donc certes, écouter son cœur, comme je l'ai dit avant, c'est pas facile, faire un choix, j'ai pas dit que c'était facile, mais on peut y arriver. Moi je l'ai fait, il y en a d'autres qui l'ont fait, enfin, on peut y arriver. Il y en a d'autres qui se représenteront à moi au fur et à mesure de ma vie, et je pense que celui-là c'était un gros quand même. Et aussi pour ceux qui... Bon, moi c'est vrai que j'ai pas trop ce problème, à part mes proches, à la limite, j'ai pas envie de les blesser, on va dire. Mais on s'en fout de la vie des gens. La vie des gens, il évolue en fonction de votre propre état d'être, de votre posture intérieure, de votre épanouissement personnel. Donc la vie qu'ils ont actuellement peut ne pas être le même dans quelques temps. Et aussi, il faut se dire que la vie des gens, souvent, est liée à leur propre niveau de conscience et leur propre peur. Donc je veux dire, quelqu'un qui n'a pas, bon, j'allais dire un mot vulgaire, le courage de sauter le pas ou de faire tel ou tel choix, des fois, elle va vous regarder avec un œil très critique et très dur, parce que du coup, vous lui mettez en pleine face tout ce qu'il ne veut pas voir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc des fois, leur jugement, voilà, c'est très lié à leur vie, à leurs croyances, à leurs peurs. Donc c'est bien hein, de prendre les avis des uns des autres, mais écoutez-vous, à vous, c'est votre vie. C'est votre vie. Vous vous connaissez mieux que personne, vous savez de quoi vous êtes capable, vous savez ce que vous avez enduré jusqu'à maintenant. Parce que des fois, on se dit, mais mince, j'ai été hyper fort, j'ai tenu dans quelque chose qui ne me correspondait pas du tout. Pourtant, j'ai tenu des années. Donc tu prends cette énergie-là, cette force-là, qui t'a permis de tenir, bah, tu la prends, c'est la même énergie, pour créer ce que tu as envie de faire.
dans ton futur proche, lointain, etc. Pour t'éclater en fait, pour faire ce que tu as envie de faire. Donc si tu as été capable d'en chier, tu es capable aussi d'être heureux quoi. Ah, et pour finir, je fais déjà un gros bisou à mes parents, parce que je pense que pour eux ça n'a pas été facile, surtout pour ma maman qui avait beaucoup de peur par rapport à mon choix, et d'autres de mes proches, parce que c'est une forme, pour les parents c'est toujours une forme de sécurité financière et autres, on se dit voilà son enfant il est dans un CDI ou il est fonctionnaire, qui plus est, voilà, c'est hyper sécurisant pour un parent. Et puis ça les met face à leur propre peur, donc ouais, c'est vrai que j'ai pas passé le cap aussi par rapport à ça, parce que j'avais pas envie qu'elle se rende malade pour moi, et au bout d'un moment, voilà, je pense que si vous êtes dans ce cas, faut s'affirmer quoi. Après, je sais pas, ceux qui sont en couple, qui ont des enfants, moi c'est pas mon cas, j'ai pas de gamin, voilà, donc c'est différent, mais je pense qu'il faut communiquer, et puis euh, l'autre, si vous aime, il acceptera. Il acceptera vos choix, si vous aime, si vous respecte. Je fais un gros bisou d'abord à mes parents, à ma maman, et désolée si je t'ai fait peur, mais voilà, je pense que quand on est adulte, on est capable de faire les choix par soi-même, et des fois, l'amour et la bienveillance et la bonne intention de l'autre n'est pas forcément ce qu'on a besoin. Enfin, je veux dire, comme je disais, la vie des gens, les conseils des gens, c'est pas forcément... ça peut nous freiner quoi, si on les écoute trop. Donc des fois, il faut se dire qu'on est aussi le moteur, que ce soit dans notre héritage familial, le transgénérationnel, notre entourage, on est des fois celui qui va faire le déclic dans la tête des autres. On est un peu le leader, entre guillemets, du truc, et c'est nous qui allons inspirer les autres, même si personne n'a fait ce qu'on a fait. Déjà, moi, je n'ai pas d'enseignant dans ma famille, et j'ai pas d'artiste non plus, et dans ce que je fais, personne ne l'a fait autour de moi non plus. Donc des fois, il faut se dire que c'est grâce à nous, par notre expérience, qu'on va inciter les autres à en faire de même. Pas à faire exactement pareil, mais à s'écouter plus, à se dire, ah ben ouais, elle a osé le faire, donc moi aussi, ça donne envie, quoi. Et je sais qu'autour de moi, dans mes connaissances, il y en a plein qui sont dans ces démarches-là. Ça les a peut-être inspirés à s'écouter un peu plus, quoi. Donc aussi, je vais faire des gros bisous si jamais il y a des anciens élèves, pardon, maîtresse qui fait pas la liaison, à moi qui me suivent sur les réseaux, qui me regardent, j'en fais de gros bisous. Et je me rappelle d'ailleurs, parce que j'étais en disponibilité aussi une année, et je pensais que ça allait être la dernière année d'enseignement de ma vie, et j'avais écrit une lettre, c'était des CE1 que j'avais à l'époque, où j'avais dit que j'avais parlé... Ah oui, j'avais fait un petit cadeau à chaque élève, et le cadeau, ils étaient contents, mais quand ils avaient lu la lettre, ils avaient pleuré, pourtant c'était des petits de CE1, quoi. Ça les avait touchés, je leur avais dit que le travail, c'est les 2 tiers de la vie, en fait, et de faire vraiment quelque chose qui leur plaît, ce qui les épanouit au maximum, enfin d'écouter leur cœur, voilà, je sais plus, j'avais dit un truc comme ça. Et je sais que ça les avait touchés, donc voilà, je leur fais de gros bisous. Les parents d'élèves également, mes anciens collègues également, ma hiérarchie que je connais, voilà, pas tant que ça finalement, mais j'en veux à personne. Même au système, je lui en veux pas. En fait, j'en veux à personne, quoi, parce que je me dis, c'est grâce à tout ça que j'en suis là, que j'ai plus de force maintenant, que j'ai eu le courage de faire ce choix-là. Des fois, il faut en passer par... pour se connaître, il faut en passer par ce qui n'est pas fait pour nous, l'expérimenter et voir ça, c'est pas bon, pour pouvoir savoir ce qui est bon pour nous. Donc voilà, l'erreur est toujours essentielle et formatrice. Les dernières personnes pour qui j'ai une pensée, c'est vous, vous qui êtes concernés, qui regardez cette vidéo et qui êtes concernés par une envie de changement de vie, de profession. Voilà, j'espère que je vous aurai peut-être éclairé, aidé, je ne sais pas. Que vous soyez enseignant ou pas, voilà, vous dire que oui, c'est possible, que oui, on a toujours le choix, il y a d'autres solutions, et s'il y a des choses qui vous coincent en apparence, essayez de voir les choses avec plus de recul, essayez de vous dire, il y a peut-être un truc à quoi j'ai pas pensé, ou je sais pas, il y a toujours une solution en tout cas, mais voilà, je vous souhaite de faire ce que vous aimez, de l'expérimenter, ouais, que ce soit un saut dans le vide ou quelque chose qui est préparé petit à petit en vous mettant temps partiel si c'est possible, en faisant un autre petit job à côté, j'en sais rien, mais je trouve ça tellement magique, tellement libérateur ouais, d'être face à soi-même, d'écouter son âme et de se sentir libre de faire ce qu'on aime et ce qui nous fait vibrer. Voilà. Le monde a vraiment, vraiment besoin de gens heureux, de gens libres, épanouis, voilà, ce qui peut permettre d'éclairer les autres, de les inciter, de les influencer, je sais pas comment je peux dire, ouais, de leur donner envie tout simplement d'en faire autant dans leur vie, quoi.
Voilà. Bon, désolée si c'était un petit peu brouillon. Moi-même, je suis sûre qu'il y a plein de choses que je vais avoir oublié de dire. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.